Contact extraterrestre avec les Pléiadiens de Héra. Vidéo exposant en résumé le contact extraterrestre avec les Pléiadiens, dont le contenu complet est à retrouver dans un article écrit du site contactstellaire.fr. Partie 2. Sommaire de la partie 2. La fin du grand voyage, des informations sur les vaisseaux allemands, la description de la planète Héra, leur vie, et de la dimension où vivent les Pléiadiens, l'apparence des Pléiadiens, la description de la vie dans leur civilisation, la politique des Pléiadiens face aux autres races, leur rejet des autres contactés, les technologies de propulsion, les enseignements métaphysiques et spirituels, et la création des univers dimensionnels. Sam Jazé explique aussi à Billy que chaque dimension d'un univers possède différents univers parallèles, avec des mondes parallèles, ayant d'autres structures spatio-temporelles. Il se situe dans des dimensions supérieures ou inférieures, au sein de structures spatio-temporelles étrangères au temps normal, c'est-à-dire décalées par rapport à la phase de notre temps normal. Dans l'un de ces types de mondes parallèles, presque tout est identique au monde du temps normal. Seules de petites différences subsistent, notamment au niveau des temporalités. On y trouve les mêmes êtres humains et les mêmes bâtiments que sur Terre, sauf que tout est décalé dans le temps et dans l'espace. Y entrer est une forme différente de voyage dans le temps, vers le futur ou le passé, par rapport à ce que Billy a vécu avec Asket. Et Sam Jazé dit qu'un jour elle l'emmènera peut-être. Il existe de nombreuses dimensions habitées par des formes de vie invisibles et méconnues des humains terrestres. Ces dimensions, bien que matérielles dans leur propre plan spatio-temporel, sont structurellement distinctes et vibrent sur des fréquences différentes, rendant leur perception impossible pour l'être humain. Qu'elle soit supérieure ou inférieure à notre réalité, elle reste imperceptible afin d'éviter un chaos universel où toutes les dimensions se mélangeraient. Les êtres qui peuplent ces autres sphères ont leurs propres préoccupations et suivent leur propre chemin évolutif sans chercher à interagir avec le plan temporel humain. Très peu d'entre eux possèdent la capacité d'ouvrir les barrières du temps et de pénétrer d'autres dimensions, tout comme c'est le cas sur la Terre. En plus de ces dimensions matérielles invisibles, il existe également des plans spirituels élevés, purement immatériels. Billy et Sam Jazé retournent au grand vaisseau mère pléiadien initial. Ta explique qu'ils sont sur le point de revenir dans leur propre univers. Une fois de retour, ils devront rester à l'extrémité de la barrière pendant 50 minutes afin de la refermer correctement. Intrigué, Billy s'étonne de la durée nécessaire pour cette opération. Sam Jazé lui confirme que ce processus est inévitable, car ils ne peuvent pas laisser la barrière s'effondrer d'elle-même. Sa fermeture doit être effectuée de manière méthodique. Cela prend du temps et exige une grande précision. Elle précise que les points de passage entre les univers sont très rares et ne doivent pas être utilisés de manière excessive ni surchargée. Une telle négligence pourrait fragiliser la structure de la barrière et provoquer une catastrophe universelle au niveau de la ceinture de séparation entre les deux univers. Puis ils repartent en visite dans notre univers. Ils visitent, à 1730 millions d'années-lumière, un système appelé Nézar, dont les planètes se sont entre-détruites dans des guerres cataclysmiques après avoir importé des divisions religieuses, depuis une visite de la planète Terre il y a 1067 ans, à cause d'un saut erroné dans l'hyperespace qui les avait amenés par hasard dans le système solaire. Puis ils vont dans la galaxie Azap, sur la planète Desmond, à 1960 millions d'années-lumière, où la civilisation ressemble au Moyen-Âge terrestre. Ensuite, ils se rendent dans la galaxie Népone, dans le système Lesa,
à 1780 millions d'années-lumière, où ils explorent une planète géante habitée. Puis ils découvrent une planète similaire à la Terre, riche en oxygène mais sans présence humaine. Enfin, dans le système Neb de la galaxie Aratom, ils visitent la planète Carthage à 8000 millions d'années-lumière, où une civilisation avancée est en train de s'autodétruire avec des armes atomiques. Une autre civilisation hautement évoluée est en charge de les aider pour essayer de les empêcher de s'autodétruire. Les Pléiadiens ne doivent pas intervenir. Il est prévu que la guerre nucléaire qu'ils mènent s'arrête sous 10 jours et qu'ils vont obtempérer aux demandes faites par la civilisation avancée qui les a en charge. Ils sont un peu plus évolués que sur Terre et sont en train de commencer à penser à accepter une raison supérieure. Finalement, ils visitent la planète Néber dans le système solaire Cras de la galaxie Béberas à 9380 millions d'années-lumière, habitée par des mondes primordiaux peuplés d'animaux gigantesques seulement, dépassant les normes habituelles et qui attirent les scientifiques de Toukera stellaire. Billy et Semjase s'envolent dans un vaisseau, dans la basse atmosphère pour observer cette planète. Ils voient quelques dinosaures gigantesques errants, tandis que d'autres mangent des plantes. Peu de temps après, ils retournent à leur grand vaisseau en forme de sphère. Ta fait revenir le vaisseau mère en direction du système solaire, et après avoir répondu à quelques questions de Billy, Semjase le ramène chez lui grâce à un vaisseau disque, qu'ils appellent vaisseau Arion. Après avoir remercié Semjase pour ce fantastique voyage, Billy descend en flottant le long du faisceau porteur jusqu'à son jardin, et c'est la fin du grand voyage. Après développement photographique, Billy voit que toutes les photos prises à l'aide de l'écran spécial, tant avec son appareil qu'avec le second appareil similaire utilisé par Semjase, étaient grossièrement surexposées, au point de perdre une grande partie de l'image dans les photos. Elles étaient si mauvaises que la plupart d'entre elles ne sont même pas reproductibles. Les autres photos prises à bord, sans l'utilisation de l'écran spécial avec les champs atténuateurs d'énergie, étaient traversées par des écarts de couleurs ondulants et étaient également déformées, pratiquement inutilisables. La plupart d'entre elles étaient également surexposées. De plus, la plupart des photographies prises à bord du vaisseau mère, sans utiliser l'écran spécial, ont été perdues dans la chaîne de traitement du laboratoire jusqu'à Meyer, et ce dernier ne les a jamais vues. Meyer a été contraint de collecter d'autres images pour illustrer ce qu'il essayait de décrire aux autres personnes, y compris des photos d'observatoire de certaines merveilles stellaires. Certaines d'entre elles ont été montrées dans les albums photos par ses amis et exposées au public, et ont fini par être confondues avec de vraies photos du voyage, ce qu'elles n'étaient pas du tout. Les quelques photos vaguement regardables ont été falsifiées par le développeur du film, qui était menacé par des agences pour discréditer Meyer avec des photos publiques existant déjà. Les seules photos de valeur de Meyer sont celles des ruisseaux pris au sol sur Terre. Les autres prises lors du grand voyage doivent toutes être ignorées. Lors du 45e contact du 25 février 1976, Semjase dit qu'un arrêt total des naissances doit être pratiqué au niveau mondial pendant plusieurs années pour réduire la quantité d'humains sous les Angyar. L'exploitation de la Terre doit s'arrêter immédiatement. Les essais nucléaires doivent être stoppés. Toutes les centrales nucléaires doivent être détruites et aucune nouvelle ne doit être construite. Lors du 50e contact du 6 avril 1976, Semjase dira qu'une base secrète souterraine existe près de Unterberg, où ont été construits des vaisseaux volants en forme de disque par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Ces vaisseaux sont primitifs, ils volent mais n'ont pas de capacité spatiale lointaine. Elle dit qu'un groupe de ces gens se présente de façon mensongère à des terriens, en prétendant être des extraterrestres et venir de lointaines étoiles avec leurs appareils. Lors du 54e contact du 8 juin 1976, Billy demande à Semjase si elle peut donner des informations sur sa planète natale. Elle répond, je cite, « Ce n'est certainement pas un secret. Nous appelons mon monde d'origine Hera, et il appartient, en plus de 9 autres mondes, au système solaire Taygeta. » Elle lui dira que la planète ne peut pas être vue par un télescope depuis la Terre, car la lumière est trop faible. Elle indique aussi
qu'une base pléiadienne existe sous terre en Suisse depuis 300 ans. Elle dit enfin qu'il y a en plus d'eux 7 autres races extraterrestres sur Terre qui ont chacune des bases. Lors du 56e contact du 23 juin 1976, Semjase dira qu'Hera a la même taille que la Terre environ. Et elle dit que les troposphères de leur monde contiennent 25 à 29% d'oxygène et qu'Hera elle-même a une plus grande teneur en oxygène de 32% environ. Dans le contact numéro 70, Semjase précise que c'est dans une autre structure espace-temps que sont installés les habitants pléiadiens partis autour d'une étoile, située là où est l'étoile de Barnard, mais semblable à l'étoile bêta du Centaure qu'on connaît. Cette information date de 1977. C'est intéressant à noter car dans son contact numéro 207 avec Quetzal de 1986, on y apprend déjà que les Pléiadiens existent en fait dans une autre dimension que la nôtre, appelée Syrah. Et à partir du milieu des années 1990, Billy rendra ceci très explicite qu'ils n'habitent pas dans les Pléiades observables depuis la Terre, expliquant que cette information avait été cachée sur demande des Pléiadiens pour confondre de futurs faux contactés des Pléiades après 1975 suite au contact avec Billy Meier. Les habitants de la planète Hera, appelés Pléiadiens, sont originaires d'un univers différent du nôtre, appelé par eux Ankar. Bien que leur univers soit similaire à notre propre cosmos, il est séparé par des dimensions distinctes d'espace-temps du nôtre. Leur dimension d'espace-temps, Syrah, est légèrement déphasée par rapport à la nôtre, appelée Goram, étant en avance de quelques fractions de seconde. Les Pléiadiens sont appelés ainsi en raison de leur proximité avec les Pléiades, mais leur véritable nom est Pléiarien, du nom d'une ancienne dirigeante chez eux, via 250 000 ans environ, nommée Pléia. Leur étoile Taïget, ou Taïgeta, qui n'est pas celle visible d'un autre univers, est située dans un amas similaire aux Pléiades, mais plus éloigné. Pour entrer dans notre dimension, ils utilisaient un portail situé à 400 années-lumière des Pléiades. Depuis une amélioration de leur technologie, ils peuvent maintenant arriver directement dans notre dimension, depuis n'importe quel endroit de l'espace, sans être obligés de passer par le portail situé derrière les Pléiades. En raison de la prévision de l'apparition d'imposteurs prétendant être en contact avec des Pléiadiens, Billy Meier explique qu'ils ont d'abord utilisé ce terme pour démasquer ces imposteurs et révéler plus tard leur vrai nom. Billy Meier explique que, selon ses contacts d'Hera, il n'y a pas de vie humaine dans les Pléiades visibles depuis la Terre. L'amas des Pléiades dans notre univers n'est pas compatible avec la vie hyrienne, car ces étoiles sont trop jeunes, n'ayant que 62 millions d'années, selon eux. Et, toujours selon eux, elles n'abritent même pas de vie sur les plans spirituels. Billy Meier explique que d'après Asket et Semjase, 91% des extraterrestres visitant la Terre ont une apparence humaine, bien que parfois légèrement différente. Il mentionne avoir vu, grâce à Asket, diverses intelligences extraterrestres de taille variée, allant de 40 cm à plus de 4,50 m, incluant 2 formes évoquant les Yétis, les Cyclopes ou encore des Goliaths miniatures. Cependant, 2 formes de vie observées étaient totalement différentes et appartenaient aux 9% restants. Bien qu'elles ne soient pas humaines au sens strict, elles restaient des humains Wezen, c'est-à-dire des êtres indépendants, dotés d'une conscience et capables d'évolution,
mais avec des caractéristiques physiques et psychiques distinctes des humains terrestres. D'une manière générale, les Pléiadiens ne sont pas grands, et leur peau n'est pas entièrement blanche, mais possède une sous-tonalité très légèrement verte. Décrivons les 2 contacts aux Pléiadiens les plus fréquents de Billy, la femme Semjase, puis l'homme Quetzal, qui la remplacera ensuite. Semjase est une Pléiadienne qui avait 330 ans en 1975, ce qui correspond approximativement à une femme terrienne âgée de 33 ans si on se réfère à notre compréhension. Elle mesure environ 1m70 et elle est une jeune femme mince et jolie, à la peau claire, aux yeux bleus et aux cheveux blonds clairs et fins. Ses lobes d'oreilles sont très longs et quelque peu placés en avant. Ils font partie des quelques caractéristiques ou traits raciaux particuliers et distinctifs qu'elle possède avec sa race. Il s'agit de la principale différence anatomique et visuellement par rapport à une femme terrienne. À côté de cela, il y a une proportionnalité physique globale généralement meilleure, plus en forme, supérieure, qui n'est pas nécessairement immédiatement apparente. En fait, elle ressemble à une femme terrienne. Quetzal est un Pléiadien qui avait 344 ans en 1975. Mesurant 1m90, il a les yeux bleu-gris, les cheveux châtain clair et il est père de 6 enfants. Entre 1975 et 1986, il commandait toutes les stations pléiadiennes dans notre système solaire. Selon Billy Meier, Quetzal possède de grandes compétences technologiques. Il est un inventeur talentueux, ayant conçu plusieurs appareils utiles pour Meier et Lafigou afin de les aider dans leur mission. Tara, le Pléiadien, qui était âgé d'environ 775 ans l'année de la Terre, au moment où Meier a donné l'information, cela date un peu, il est donc plus âgé, a 3 enfants, 2 filles nommées Semjase et Pléia, et un fils nommé Jukata qui n'est plus en vie. Son père s'appelait Sfat, et l'une de ses nièces est Asket. Ta est le commandant de la flotte de vaisseaux spatiaux des Pléiadiens et a le rang de Shehoa, qui est comparable à un roi de sagesse. On pourrait aussi mentionner Florena, une jeune femme pléiadienne qui a commencé à contacter Billy en 1995. Elle avait alors 163 ans. Son nom, Florena, signifie « celle qui fleurit ». Lors de ses contacts avec Billy, Florena est chargée de poser des questions et d'effectuer des recherches au nom de Ta, lorsque ce dernier n'est pas en mesure de contacter Billy lui-même. Les Pléiadiens viennent d'Hera, qui porte ce nom depuis 52 000 ans, symbolisant l'instauration de la paix véritable. Avant cela, elle s'appelait Siron. Elle est située à 500 années-lumière de la Terre, de l'autre côté de l'amas des Pléiades, dans une autre dimension. Hera est légèrement plus petite que notre planète, avec une gravité à peine supérieure de 3%. Elle fait partie d'un système comprenant 10 planètes orbitant autour de leur étoile, Taygeta, mais seules 3 d'entre elles sont habitées, Hera, Vuzeta et Ascal. La population d'Hera est estimée entre 500 et 550 millions d'habitants. Leur monde a été façonné pour ressembler à la Terre, avec des paysages naturels luxuriants, des collines, des forêts et des cours d'eau. Cependant, il n'y a pas de route, car les déplacements se font par des moyens plus avancés. Les infrastructures industrielles et techniques sont installées loin des zones peuplées, et des planètes voisines inhabitées sont utilisées pour l'exploitation minière. La majorité des travaux physiques est réalisée par des androïdes à l'apparence humaine, fabriqués avec une peau en protoplasme vivant et dotés de cerveaux capables d'apprentissage et d'adaptation. Ils sont si réalistes que seule leur tenue vestimentaire permet de les distinguer des véritables habitants d'Hera. La structure familiale est importante et les unions sont rigoureusement encadrées. L'éducation commence dès l'âge de 4 ans et se prolonge jusqu'à 70 ans, permettant à chaque individu d'acquérir des compétences dans au moins 15 disciplines avant de se marier. Bien que la monogamie et la polygamie existent, l'homosexualité et la bisexualité n'existent pas sur Hera, car considérées comme un trouble génétique bénin qui a été éliminé par manipulation génétique. Les couples doivent passer par une période de préparation de plusieurs années avant de se marier, incluant une longue phase d'abstinence. Les unions sont planifiées avec soin, évitant ainsi l'incompatibilité et les divorces. Les relations entre individus de peuples différents sont très rares, ce qui contribue à limiter l'apparition de maladies et d'épidémies. Sur le plan politique, Hera ne connaît ni gouvernement ni monnaie. La société est dirigée par des chefs spirituels appelés Shiorwe.
qui ne donnent pas d'ordre mais formulent des suggestions, lesquelles sont suivies par la population, selon leur sagesse et leur compréhension de l'évolution. Le Haut Conseil d'Andromède joue un rôle de conseiller pour leur fédération, garantissant un équilibre et une harmonie dans leurs décisions. La population est strictement régulée, et il n'existe ni conflit, ni pauvreté, ni hostilité entre groupes ou individus. Les Pléiadiens limitent au maximum les mélanges avec d'autres peuples et évitent les contacts inutiles avec des civilisations extérieures, afin de préserver leur stabilité sociale et biologique. Leur mode de vie est basé sur une organisation rigoureuse où chaque individu a un rôle précis à jouer, favorisant ainsi une société en apparence parfaitement équilibrée. Sur Héra, les villes sont aménagées de manière à préserver la nature et offrir un cadre de vie harmonieux. Il n'existe pas de route ni de rue, et les déplacements se font par des moyens aériens ou piétons. La majorité de la population vit à la campagne, dans des maisons individuelles de forme sphérique ou semi-sphérique, mesurant au moins 21 mètres de diamètre. Ces habitations sont construites en une seule pièce à partir de matériaux synthétiques, sans couture ni assemblage, et reposent sur des structures flottantes ou des systèmes de ressorts. Chaque maison est dotée d'un approvisionnement en eau et en énergie indépendant, et aucune cheminée ne vient polluer l'atmosphère de la planète. Les familles disposent d'un terrain d'1 hectare pour cultiver leurs propres fruits, légumes et fleurs. Lorsqu'une femme attend un enfant, elle reçoit automatiquement sa propre maison et un terrain de 100 mètres sur 100 pour assurer son bien-être. Les Pléiadiens n'ont pas toujours vécu en harmonie. Jadis, ils étaient un peuple guerrier, rongé par les conflits, les atrocités et les guerres religieuses ou politiques. Pendant des millénaires, la violence et la haine régnaient sur leur monde. Jusqu'à un événement survenu il y a un peu plus de 52 000 ans. Une gigantesque structure métallique sphérique a alors diffusé des ondes oscillantes sur toute leur civilisation pendant 32 jours, amenant chaque individu à une prise de conscience brutale de la nature dégénérée de ses pensées et de ses émotions. Subitement confrontés à la noirceur de leurs croyances et de leurs pulsions refoulées, les Pléiadiens ont entrepris un travail personnel profond pour rétablir un équilibre positif dans leur esprit et se libérer définitivement de l'illusion religieuse. Ce processus de transformation a pris entre 3 et 11 ans selon les individus, et certains n'ont pas supporté ce bouleversement, préférant mettre fin à leur vie. Toutefois, ceux qui ont persévéré ont réussi à surmonter cette épreuve et à évoluer vers un état de conscience supérieur. Depuis cet événement, les Pléiadiens ont complètement abandonné toute forme de croyance religieuse ou sectaire et vivent en totale liberté de pensée, sans dogme ni superstition. Cette libération leur a permis d'instaurer une société pacifique et équilibrée, centrée sur la connaissance et l'évolution individuelle. Les multiduplicateurs sont des machines gigantesques utilisées par les Pléiadiens pour reproduire une variété de produits, allant des matériaux de construction aux véhicules, en passant par les médicaments et certains aliments. Ces appareils sont capables de répliquer des objets avec une précision extrême, jusque dans les détails atomiques et moléculaires. Les installations de production sont situées sous terre, dans les régions infertiles, pour éviter toute pollution de l'air. Le fonctionnement des multiduplicateurs repose sur l'énergie des électrons, une source inépuisable captée dans tout l'univers. Cette énergie permet non seulement de produire les objets, mais aussi de fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement des machines. Le processus de duplication est entièrement automatisé et géré par des robots et androïdes qui assurent aussi l'entretien des appareils. Bien que la plupart des aliments soient produits de manière naturelle, certains comme la viande nécessitent la duplication en raison du temps nécessaire pour leur production traditionnelle. Les multiduplicateurs sont présents non seulement dans les grandes installations de production, mais aussi dans chaque foyer et les vaisseaux spatials, permettant une production personnelle d'objets ou d'aliments selon les besoins. Sur la planète Héra, l'agriculture est d'une ampleur impressionnante, bien au-delà de ce qui est envisageable sur Terre. Gérée par des androïdes, des robots et des humains, cette agriculture se déroule dans des serres spécialement conçues, où les plantes prospèrent dans un climat contrôlé. Les cultures sont gigantesques. Des plants de maïs peuvent atteindre 18 mètres de haut, avec des épis de 2,20 mètres, et des plantes de menthe poivrée peuvent mesurer jusqu'à 15 mètres. Les arbustes fruitiers, comme les pommiers, poiriers et cerisiers, peuvent atteindre 120 mètres de haut. Les fruits, comme les pommes géantes de 20 à 30 kg,
les bananes de 50 cm et les oranges de la taille des pommes sont principalement destinés à l'exportation vers d'autres mondes où la nourriture est rare. Les Pléiadiens n'utilisent aucun véhicule terrestre. Le transport se fait exclusivement par des engins aériens qui varient en fonction des besoins. Ces véhicules peuvent être sphériques ou en forme de disque et sont utilisés pour transporter des personnes ou des marchandises. Chaque famille possède au moins un véhicule volant qui peut accueillir de 1 à 5 personnes. Pour des groupes plus importants, plusieurs petits engins sont utilisés. Les véhicules sont écologiques, ne produisent aucune pollution et fonctionnent de manière silencieuse. Ils sont également rapides et sécurisés, et les Pléiadiens n'ont jamais utilisé d'énergie fossile, gardant ainsi leur planète intacte. Les Pléiadiens ont pris la décision, il y a longtemps, d'interdire l'accès à leur univers Ankar, ainsi qu'à l'univers Dal, aux civilisations extraterrestres issues de l'univers Dern, où se situe la Terre. Cette mesure a été adoptée en raison de leur passé, marqué par des conflits ayant duré des millions d'années, et de leur stabilité nouvellement acquise depuis plus de 52 000 ans. Ils craignent que l'introduction de nouvelles races puisse remettre en cause cette paix durement gagnée et entraîner un retour aux guerres et aux troubles. Ils n'entretiennent ainsi aucun contact avec les fédérations extraterrestres qui interagissent avec la Terre, bien qu'ils soient conscients de leur existence. Selon eux, ces races ne savent généralement pas qu'il existe d'autres univers, et celles qui en ont connaissance n'ont jamais pénétré dans leur dimension temporelle décalée, nommée Siras. Pour éviter d'être repérés par les entités qui surveillent la Terre, ils utilisent des méthodes sophistiquées leur permettant de se rendre totalement indétectables aussi bien à l'œil nu qu'aux technologies d'observation terrienne et extraterrestre. Ptah insiste sur le fait que les Pléiadiens n'ont aucun lien avec les ovnis aperçus sur Terre, et qu'ils prennent toutes les précautions pour éviter toute interaction avec d'autres civilisations de l'univers Dern. Leurs déplacements sont soigneusement protégés afin d'empêcher toute détection, même par des équipements électroniques sophistiqués. Ils agissent dans la plus grande discrétion, que ce soit lors de leur visite sur Terre ou au sein du centre Figou en Suisse, où certains témoins peuvent percevoir leur présence, mais sans que des preuves tangibles puissent être enregistrées. Bien que les Pléiadiens et les membres de leur fédération soient totalement pacifiques, certaines civilisations de leur alliance sont encore sujettes à des conflits internes. Lorsqu'une intervention est nécessaire, elle doit être validée par un vote démocratique, impliquant toute leur population, après un débat approfondi sur les conséquences potentielles. Des experts dotés de capacités prospectives sont chargés d'évaluer les répercussions de chaque action avant qu'une décision ne soit prise. Les Pléiadiens suivent des règles strictes pour empêcher toute intrusion d'êtres étrangers dans leurs univers. Bien que leur science ait découvert d'autres univers depuis des millions d'années, ce n'est que récemment, avec l'aide des sonaires, qu'ils ont réussi à pénétrer dans un univers étranger, actuellement en cours d'étude, sans interférer avec ces mondes. Sur Terre, les anciens émigrants de Siron ont toujours agi avec discrétion, échappant à la détection des autres races extraterrestres, technologiquement moins avancées. Aujourd'hui encore, les Pléiadiens évitent tout contact avec les Terriens ou d'autres races de l'univers Dern. Une unique tentative de contact avec le gouvernement américain a échoué en raison d'exigences jugées inacceptables par le gouvernement américain. Depuis, aucun Pléiadien n'a vécu sur Terre, hormis un petit groupe d'observateurs sans implication directe. La dernière Pléiadienne à y avoir résidé est décédée en 1193, mettant fin à toute présence permanente de leur peuple sur la planète. Les Sonaires, dont il a été parlé précédemment, sont originaires du monde Sona, dans l'univers Dal. Ils sont une race humaine à la longévité exceptionnelle, atteignant en moyenne 1360 ans terrestres, bien au-delà de celle des Pléiadiens. Leur taille est similaire à celle des Terriens, 1m75, mais leur crâne est 25% plus long et plus haut. Il y a 30 à 35 millions d'années, fuyant une guerre perpétuelle dans l'univers Ankar, les Sonaires ont trouvé refuge dans l'univers Dal, où ils ont rapidement évolué technologiquement. La race d'Asket, dans le même univers Dal, est en partenariat avec eux. Billy questionne Semjase au sujet d'Adamski, en semblant enthousiaste au début à son sujet. Semjase lui répond, et redira plusieurs fois le même genre de choses sur les années, car il reposera plusieurs fois la question, semblant ne pas l'accepter. Elle lui dit qu'Adamski est un fraudeur qui n'a jamais vu aucun disque volant,
que toutes ces photos sont faites à partir de modèles réduits, construits par lui, selon la description d'une femme qui, elle, avait vraiment vu un vaisseau, qu'il n'a jamais rencontré d'extraterrestre. Elle indique dans le contact numéro 57 de 1976 qu'Adamski a écrit une lettre d'aveu avant de mourir, confiée à quelqu'un dont ils connaissent l'identité et qui doit être remise au public. Elle assure que ce courrier sera remis publiquement avant moins d'1 an, de manière certaine. On sait que cela n'est jamais arrivé, 50 ans après encore. Les enquêteurs du cas Meyer estiment que Semjase cherche à détourner l'attention de Meyer des célèbres contactés comme Adamski et Menger en les qualifiant de fraudeurs. Pourtant, ces derniers ont été accompagnés de témoins ayant observé des engins extraterrestres. Certains témoins, les ayant même vus atterrir auprès d'eux ou assister à des interactions avec des êtres sortant des vaisseaux. Semjase affirme néanmoins que tous ces contactés sont des imposteurs. Dans le contact numéro 48 de mars 1976, Semjase dit que Menger prétend avoir quitté la Terre avec des extraterrestres, ce qui est faux, et que pendant ce temps, il s'est réfugié dans un lieu sûr sur Terre, aimant comme d'autres le font aussi. Dans le contact numéro 349 de novembre 2003, Ptah dit de Menger qu'il l'a personnellement vu, lui comme Adamski et d'autres, en train de suspendre des faux vaisseaux par des fils pour les prendre en photo, qu'il présentait ensuite comme authentiques pour les promouvoir. En fait, si les Pléiadiens disent que tous les contactés sont des faux, afin d'évacuer tous les messages transmis par les autres civilisations comme nuls sauf les leurs, ils semblent plus particulièrement se concentrer sur Adamski et Menger, les grands contactés de Vénus, et reviennent sur le sujet de ces contactés de nombreuses fois pendant les années, comme une mission ciblée. C'est une volonté, semble-t-il, dirigée contre les contacts vénusiens de façon très claire, en ajoutant les affirmations répétées par Semjase et Ptah dans les années, qu'il n'y a absolument aucune vie sur Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, même sur un plan spirituel. Rappelons qu'Adamski et Menger, comme une dizaine de contactés vénusiens, parlent d'une alliance de mondes comprenant Mars, Vénus, Jupiter et Saturne, qui viennent nous voir au travers du contact dit vénusien. Il semble y avoir une forme de négationnisme et même d'attaque acharnée contre le contact vénusien par les Pléiadiens, en particulier contre les Vénusiens, en cassant les contactés de manière répétée et particulière avec les années. Si certains ont pu être trompés par des entités prétendant faussement venir de Vénus ou avoir fabriqué de fausses preuves, affirmer que tous ces témoignages sont entièrement frauduleux et inventés semble être une manipulation des Pléiadiens.
surtout au vu des nombreux témoins extérieurs ayant attesté de ces événements. Selon Sam Jazay, Billy Meyer serait le seul contacté authentique connu du public, bien qu'elle mentionne d'autres véritables contactés ayant existé, tous décédés, et dont les interactions n'ont jamais été rendues publiques. Donc, on n'a jamais entendu parler de rien en termes de contact avec eux. Cela laisse penser qu'il s'agit d'une stratégie de manipulation visant à discréditer tout autre contact public en dehors de Meyer. Lors du contact numéro 269 en 1998, Billy Meyer interroge Taha sur la promesse faite par Sam Jazay en 1976 au 57e contact. Elle devait lui remettre un document original de George Adamski où ce dernier aurait admis que ses témoignages sur les ovnis étaient une fraude. Cependant, Billy n'a reçu qu'une copie de ce document, qu'il a ensuite perdu de manière étrange. Last year of his life, just intermittent. He didn't stay at this house all that time. But on February 26th, approximately 8 o'clock in the morning, a space friend, contact of Mr. Adamski came to this house. I was still asleep. But when I got up, Mr. Adamski told me that he had been told that we should get cameras ready for filming later in the day. And of course had never seen one so close before, or I didn't expect that they were going to come hovering that close in my yard. I would have rented a Polaroid or prepared with more cameras, but Mr. Adamski actually helped me put film in the little 8mm Bell and Howell movie. Taha confirme que l'original a bien existé, mais il a été détruit par son dernier détenteur, pour éviter qu'Adamski soit considéré comme un imposteur après sa mort. De plus, d'après Taha, la copie qu'avait Billy Meyer lui aurait été volée, remplacée par un papier vide plié et transmise à une source inconnue. Note. Comme ceci est facile. Il n'a jamais eu le document, mais j'ai une copie. Et elle a été volée de plus. Billy dit que selon les Pléiadiens, tous les contacts extraterrestres sont des fraudes, car aucun être humain sur Terre n'entretient de contact avec des intelligences extraterrestres. Ce sont donc tous des menteurs, des fraudeurs et des tricheurs. Excusez du peu. Dans le contact numéro 349 de 2003, Billy Meyer raconte un événement des années 1950-1960 où il aurait assisté à une conférence de George Adamski à Zurich avec la présence secrète d'Asket qui était invisible. Selon Meyer, il aurait confronté Adamski en privé après la conférence en l'accusant d'escroquerie. Grâce à une intervention d'Asket qui aurait désactivé son invisibilité, Adamski aurait été choqué, pâle de peur et aurait fini par avouer qu'il était un imposteur, expliquant qu'il s'était lancé dans cette supercherie par solitude et pour attirer l'admiration des gens. Cependant, cette version pose une incohérence majeure. Si Meyer avait obtenu cet aveu dès les années 1960, pourquoi aurait-il ensuite posé à plusieurs reprises des questions sur Adamski à Sam Jazay dans les années 1970 à 1980, semblant initialement enthousiaste à son sujet et revenant plusieurs fois sur cette question? Et pourquoi cette information n'a pas été donnée à cette époque, où Sam Jazay et Billy s'en donnaient à cœur joie de démonter Adamski le fraudeur, de parler de ceci, alors qu'Asket n'était plus un secret? Ceci permet de conclure à un mensonge complet à ce sujet. L'assistance à travers les années et les incohérences fortes montrent une manipulation claire. Sam Jazay a classé Bob Renaud, contacté de la planète Corendor, parmi les faux contactés comme des dizaines d'autres. Et une mise à jour de 2001 des informations de Billy Meyer prétend même que Bob Renaud a avoué une fraude. Or, cette fraude avouée n'existe nulle part dans le domaine public, sauf dans les propos de Billy Meyer.
et Bob Renaud lui-même continue jusqu'en 2019 à alimenter son site avec ses contacts, mais dément toute forme de faux contacts sur son site quand il apprendra cette information. L'aveu est donc un mensonge. Que le contact soit vrai ou pas, on ne peut le prouver, mais de faux aveux annoncés par Billy Meyer, ça oui on peut le savoir, il n'existe pas. Bob Renaud se dit stupéfait de voir son nom et celui de dizaines d'autres contactés figurer sur cette liste, mais critique la croyance en infaillibilité de Semjase, dont il est dit à Billy Meyer par les Pléiadiens que si un contact extraterrestre existe, elle le sait forcément. Bob Renaud rappelle qu'il n'existe qu'un seul Dieu omniscient et que ce n'est certainement pas Semjase. L'arrogance des Pléiadiens est soulignée fortement. Bob Renaud, contacté de Corendor, a interrogé son interlocuteur de Corendor appelé Arc sur les Pléiadiens. Arc a affirmé que les étoiles des Pléiades sont trop jeunes pour abriter des planètes habitables, bien qu'une civilisation existe à environ grains d'années-lumière derrière la main. Toutefois, cette civilisation est isolationniste et ne cherche aucun contact. Il a également déclaré que les Pléiadiens de Billy Meyer et de Alagé sont un mythe comparable au Père Noël. Cette information ne prend pas en compte l'affirmation donnée par Billy Meyer que ces contacts ne viennent pas des Pléiades et viennent d'un autre univers dimensionnel. Ils sont finalement en accord avec Bob Renaud sur ce point-là. Cela rejoint l'information des Pléiadiens de Billy Meyer qui disent qu'il n'y a aucune vie dans les Pléiades. Les contacts pléiadiens de Billy Meyer rejettent aussi les théories des reptiliens infiltrés sur Terre, comme celle proposée par David Icke. Meyer, indique Apta, qu'Icke affirme que des reptiloïdes, des Anunnaki, contrôlent les humains et les gouvernements, venant d'une quatrième dimension inférieure. Ta, le pléiadien, qualifie en réponse ces théories de pures absurdités et les considère comme des inventions commerciales visant à faire de l'argent. Il rejette fermement l'idée que des reptiliens ou d'autres extraterrestres infiltrent les gouvernements terrestres, les qualifiant de fantasmes, illusions, mensonges conscients. Les pléiadiens affirment que ces croyances ne reposent sur rien de tangible et sont souvent utilisées pour manipuler les croyants, qui préfèrent rester dans l'illusion plutôt que d'accepter la vérité. Les vaisseaux sont protégés contre l'observation directe grâce à un bouclier de distorsion, un écran qui peut être ajusté pour rendre invisibles certains aspects, comme la visibilité ou la prise de photos sous un angle spécifique. Cette technologie a été démontrée lors du contact numéro 9 le 21 mars 1975 et a été utilisée à d'autres occasions. Concernant les systèmes de propulsion, Semjase a expliqué à Billy Meyer lors du 4e contact le 15 février 1975 que les pléiadiens utilisent deux moteurs. Un moteur subluminique est utilisé pour les voyages atmosphériques et un autre permet de voyager à des vitesses hyperluminiques, des millions, voire des milliards de fois à la vitesse de la lumière. Une fois la vitesse de la lumière atteinte, le vaisseau passe en hyperespace, où le temps et l'espace s'effondrent, permettant des déplacements quasi instantanés sur des distances énormes, comme celles entre les Pléiades et la Terre. 7 heures de voyage en utilisant ces deux systèmes, qui constituent en fait le temps qu'il faut pour s'éloigner assez loin, en vitesse subluminique, pour atteindre une distance de sécurité, pour passer en hyperluminique, où quasiment tout le trajet est fait de manière quasi instantanée, comme une sorte de saut. Semjase précise que l'hyperespace ne peut être pénétré que très loin dans une zone vide, pour éviter d'attirer les planètes, et que les distances de sécurité sont strictement calculées, avec un minimum de 153 millions de kilomètres de la planète la plus proche avant d'initier l'hypervitesse. Dans le 66e contact du 10 novembre 1976, Semjase dit que la maîtrise des forces gravitationnelles repose d'abord sur une évolution spirituelle avant de pouvoir être réalisée par des moyens techniques. Selon les lois cosmiques, le développement spirituel et matériel doivent être en harmonie. L'homme, en évoluant spirituellement, peut d'abord apprendre à contrôler la gravité par la lévitation, avant de concevoir des technologies adaptées. Cependant, l'humanité terrestre constitue une exception, où le développement matériel a surpassé l'évolution spirituelle, créant un déséquilibre. Ainsi, les technologies avancées existent, mais sans une élévation spirituelle correspondante. Semjase
répondant à une question de Billy sur la nature de la gravité dans un autre contact antérieur, a dit qu'elle est de nature électromagnétique avec deux forces unitaires contraires, ce qui permet de faire fonctionner la gravité en mode attractif ou répulsif. Concernant les enseignements spirituels, le pléiadien Ptah explique que les sphères et dimensions spirituelles, qui sont non matérielles, sont habitées par des êtres ayant atteint un haut niveau de perfection spirituelle, mais ceux-ci n'entrent pas en contact avec les humains. Il explique aussi que les humains terrestres ont évolué spirituellement sur plus de 2,8 millions d'années, passant par de nombreuses incarnations. Les prétentions de maîtres ou êtres spirituels âgés de 10 ou 20 millions d'années sont fausses. Selon les lois de la création, un être ayant dépassé le corps matériel doit avoir au moins 40 à 60 millions d'années. Cependant, cela ne signifie pas que cet être est proche de la perfection. Il faut plusieurs milliards d'années, soit au moins 57 milliards d'années, pour atteindre un niveau spirituel élevé, et un être de quelques millions d'années est encore dans une phase très précoce de son évolution. Arahat Atersata désigne un état de perfection spirituelle. Après 40 à 60 millions d'années d'évolution, l'esprit humain atteint un état où il n'a plus besoin d'un corps matériel et devient un corps semi-spirituel. Ce corps semi-spirituel persiste pendant 60 à 80 milliards d'années avant de se transformer en un esprit pur, entrant dans le niveau d'Arahat Atersata. Le Big Bang, selon Billy Meyer, est l'explosion primordiale d'une énergie spirituelle pure, provenant d'un petit point minuscule qui a créé l'univers matériel. Cette énergie s'est auto-créée de l'intérieur, à partir de l'Ur-univers, une forme supérieure de création archétypale de l'univers. Il existe 10 puissance 49 variations d'univers ou de création possibles. L'univers que nous connaissons est la forme la plus basse de cette création. Et il doit évoluer et passer à travers les 10 puissance 49 formes de création pour atteindre son état le plus abouti, d'absolutum absolu. Un processus qui prend des temps infiniment longs, car il faut 85 quintillions d'années, soit 85 millions de milliards d'années, pour qu'un univers passe à sa forme d'évolution suivante supérieure. Et il y en a 10 puissance 49 formes à traverser. Quand l'évolution est achevée pour l'univers vers la forme immédiatement supérieure d'univers, une idée de création nouvelle émerge depuis l'Ur-univers. Et cette énergie spirituelle se comprime et elle crée une nouvelle version de l'univers par un nouveau Big Bang primaire, provoquant une expansion massive à des vitesses incroyables. Cette ceinture se forme au sein d'une création nouvelle, dont la quatrième ceinture, qui est celle de la matière grossière, correspond à l'univers matériel visible. L'univers observable des humains représente seulement la quatrième ceinture, parmi 7 ceintures d'énergie dans l'ensemble de la création. Ces ceintures contiennent chacune différentes dimensions spatio-temporelles, mais la matière et le temps, passé, présent, futur, ne se manifestent que dans la ceinture de matière, la quatrième. Sam Jazé a fait pour Billy un schéma explicatif de l'univers. Il est divisé en 7 parties, anneaux ou ceintures, qui forment ensemble l'univers complet, dont la quatrième ceinture est l'univers matériel. Ces 7 parties, anneaux ou ceintures, tournent les unes contre les autres et ont des diamètres différents. L'ensemble de ces ceintures est en expansion depuis le centre. L'univers a la forme d'un œuf. Au centre de l'univers se trouve un noyau d'énergie spirituelle qui agit comme un accumulateur magnétique moteur de l'expansion cosmique. Depuis 46 500 milliards d'années, l'univers s'étend à partir de ce noyau, actuellement à 147 fois la vitesse de la lumière avec un ralentissement progressif, jusqu'à une future contraction prévue à 155 520 000 milliards d'années. Les 3 premières ceintures internes, le noyau central de 7 années-lumière de diamètre, le noyau primal et l'espace primal de 103 000 milliards d'années-lumière d'épaisseur chacun, forment le Soleil et la galaxie centrale de l'univers. Vient ensuite la ceinture matérielle, dont l'épaisseur est immense, de 7869 fois 10 puissance 51 années-lumière. Puis la 6e ceinture, la ceinture de création, qui génère de nouveaux espaces entre les univers et qui est encore plus grande,
d'épaisseur 14 soit 10 puissance 63 années-lumière. Enfin, la 7e ceinture, la ceinture de déplacement, agit comme une force d'expansion vers le vide absolu, bien qu'elle soit relativement mince, 14 millions d'années-lumière. La création est une force spirituelle incommensurable et dynamique, comparable à la conscience universelle qui guide et façonne l'univers. Elle est représentée comme une structure en forme d'œuf à double hélice, où ses bras pulsants d'énergie spirituelle tournent l'un contre l'autre. La création imprègne tout, formant une unité complète avec la vie et l'évolution. Son développement suit un cycle composé de 7 grands temps, équivalent à des périodes de 311 040 milliards d'années terrestres. Après chaque période de création, la création entre dans un état de sommeil, avant de se réveiller pour créer à nouveau, chaque cycle étant 7 fois plus long que le précédent. La création inclut tout ce qui existe dans l'univers. Galaxies, étoiles, planètes, cieux, vie et évolution. Elle incarne des principes tels que justice, amour, sagesse, liberté, équilibre et perfection. C'est une énergie spirituelle omniprésente, active, en évolution constante et infinie. La création est également responsable de la diversité des formes de vie dans l'univers. Ayant créé 40 353 607 races humaines différentes connues des Pléiadiens, dont 7,5 millions dans la Voie lactée, et parmi elles, toujours pour la Voie lactée, 2,63 millions de civilisations hautement avancées pour 1,04 million de civilisations de bas niveau de développement. La création, en estimation extrapolée, donne jusqu'à 1,14 milliard de civilisations hautement avancées dans l'ensemble de toutes les galaxies. Il y aurait dans cette estimation 6 000 à 7 000 milliards de civilisations dans l'ensemble de l'univers de la même dimension d'Ern que la Terre, accessible sans changer de dimension. L'univers d'Ern existe depuis 46 000 milliards d'années, avec tous les niveaux de vie spirituelle déjà créés. La matière physique a commencé à se former il y a environ 41 800 milliards d'années, à partir de l'énergie spirituelle, et ce processus a duré 1500 milliards d'années. Des premières formes de vie physique, fines, se sont développées il y a environ 39 260 milliards d'années, suivies par l'apparition de la matière dense il y a 37 100 milliards d'années. La vie humaine doit évoluer sur une période de 60 à 80 milliards d'années, pour atteindre un état semi-spirituel, puis totalement spirituel. En 2003, les Pléiadiens ont découvert un nouvel univers appelé Radern, 22 000 milliards d'années plus jeune que l'univers d'Ern. Cet univers est en développement, avec une ceinture de matière vieille de seulement 9 milliards d'années. Bien que de la vie primitive, des animaux et quelques civilisations y aient été trouvées, il y a très peu de vie hautement développée dedans. Fin de la partie 2. Suite à venir en partie 3. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, un article complet dont est issue cette vidéo résumée est à retrouver sur le site contactstellaire.fr. Vous trouverez le lien vers l'article dans le descriptif attaché à cette vidéo.